Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Votre édition d'information, c'est maintenant. Voici les titres qui font l'actualité. Après 37 ans sous la coupe de l'autorité Robert Mugabe, le Zimbabwe prend un nouveau départ avec l'investiture aujourd'hui d'Emerson Mnangagwa. Le plus grand stade de la capitale Harare, le National Sports Stadium, est pris d'assaut par la population. En prélude au sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, une conférence intitulée « Vers un partenariat renouvelable avec l'Afrique » s'est tenue à Bruxelles. Objectif porté à 44 milliards d'euros, les investissements européens en Afrique subsaharienne. Nous vous ferons découvrir dans cette édition tout le charme du pagne africain et c'est à l'occasion du Salon international du pagne africain de Dakar dédié à l'univers de l'étoffe, aux opportunités de promotion et de valorisation des créations. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Après 37 ans sous la coupe du président Robert Mugabe, le Zimbabwe met aujourd'hui un point final à son règne avec l'investiture de son successeur Emerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir grâce à un coup de force de l'armée. Venez, soyez les témoins de l'histoire en marche, c'est ce qu'ont proclamé les organisateurs sur des affiches placardées dans la capitale Harare. Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, a convoqué les Zimbabwéens au National Sports Stadium, le plus grand stade de la ville. Les médias d'État ont laissé entendre que Robert Mugabe, qui n'a pas été vu publiquement depuis dimanche, pourrait assister à la cérémonie. L'ancien numéro 2 du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, succède donc officiellement à Robert Mugabe, démissionnaire. Il devra assurer l'intérim pour une durée de 90 jours. Voici son portrait, signé Soa Abouta. Il a longtemps attendu son heure. Emerson Mnangagwa, surnommé le crocodile pour son intransigeance, a finalement réussi à atteindre son but, se hisser à la tête du Zimbabwe. À 75 ans, cet ancien bras droit de Robert Mugabe est propulsé à la tête de l'État et a été désigné candidat à la prochaine élection présidentielle, théoriquement organisée en 2018. Né en 1942 dans le sud-ouest d'un Zimbabwe alors britannique, le jeune Emerson a grandi en Zambie. Fils d'un militant anticolonialiste, il rejoint en 1966 les rangs de la guérilla indépendantiste contre le pouvoir de la minorité blanche. Arrêté, il échappe à la peine capitale et purge 10 ans de prison. Dès l'indépendance du Zimbabwe en 1980, Robert Mugabe lui confie d'importants postes ministériels, tantôt ministre de la Justice, des Finances, du Logement ou encore de la Défense. Il devient au fil des ans un véritable pilier du régime Mugabe. Alors chef de la sécurité nationale, il dirige en 1983 la brutale répression des forces de l'ordre dans l'ouest et le centre du pays. Son bilan n'a jamais été confirmé, mais elle aurait fait environ 20 000 morts. En 2008, il est chargé des élections auprès du président. Il dirige les fraudes et les violences qui permettent à Robert Mugabe de conserver le pouvoir malgré sa défaite au premier tour. Il accède à la vice-présidence en 2014. Son zèle lui vaut des sanctions américaines et européennes, mais aussi le poste stratégique de chef du commandement des opérations et de tout l'appareil sécuritaire. Il serait aussi l'un des hommes les plus riches d'un régime critiqué pour sa corruption, avec des intérêts dans les mines d'or, fortune amassée notamment lorsqu'il a aidé le président Laurent Kabila à combattre les rebelles en République démocratique du Congo. Après son éviction de la vice-présidence le 6 novembre, il avait rompu avec Robert et Grace Mugabe en les accusant de se prendre pour des demi-dieux et en dénonçant un président qui pense être en droit de diriger jusqu'à sa mort. Son retour au pouvoir inquiète cependant ceux qui n'ont pas oublié son passé. Une conférence intitulée « Vers un partenariat renouvelable avec l'Afrique » s'est tenue cette semaine au Parlement européen à Bruxelles. Une conférence conformément au plan européen annoncé l'an dernier qui vise à porter à 44 milliards d'euros les investissements européens en Afrique subsaharienne. Elle a connu la participation de hauts fonctionnaires de l'Union européenne et des pays africains. Les détails maintenant avec ce reportage de Hatim Skali, Yassine Sassi et le récit de Férouz Ben Taleb. La conférence euro-africaine organisée au Parlement européen avec la participation de nombreux dirigeants et responsables africains et européens vise à paver le chemin pour une option européenne stratégique qui est de s'ouvrir à ses voisins africains à travers l'établissement d'un partenariat européen-africain équilibré. La conférence a porté sur des sujets relatifs à l'avenir des relations entre les deux parties, tels que la migration, la sécurité, la bonne gouvernance ou encore l'investissement, ce qui témoigne d'une nouvelle phase de relations euro-africaines sur la base des changements régionaux. Il faut que l'Europe cesse définitivement de
considérer que l'Afrique est une chasse gardée de tout, il faut aussi que l'Europe réinvestisse dans l'Afrique. L'Afrique est un continent qui a des potentialités énormes. Et donc, ce que disait tantôt un intervenant est juste. L'accord, l'alliance Afrique-Europe peut vraiment booster la croissance en Afrique et en Europe. Augmenter le volume de l'investissement en Afrique subsaharienne dans le cadre du plan européen à 44 milliards d'euros a été l'un des axes principaux de cette conférence. Les participants des institutions bancaires d'Afrique et d'Europe, telles que la Banque européenne de développement, ont souligné que le développement en Afrique est relié à l'investissement. Dans sa dimension politique, la conférence a également abordé les questions de l'immigration, notamment la mobilisation des efforts internationaux pour secourir les migrants bloqués en Libye, mettre la pression sur les autorités libyennes pour faciliter l'accès aux centres de détention pour les équipes internationales et prendre des mesures contre les violations à l'encontre des migrants. Ce qui se passe en Libye n'a pas de nom. S'imaginer qu'au XXIe siècle, les Africains, les Noirs, peuvent continuer à être vendus, à être des esclaves. Je crois que c'est un recul inimaginable. C'est très très difficile de penser que ceci, c'est une question qu'il faut absolument condamner avec la dernière énergie et trouver des solutions rapidement, puisque ça termine l'image de notre humanité. Cette conférence se veut une préparation du sommet euro-africain prévu à Abidjan les 29 et 30 de ce mois et qui se focalisera sur l'investissement et la migration comme ses deux axes principaux. Un sitting de protestation s'est déroulé devant l'ambassade de Libye hier à Rabat. Il a été organisé par l'ASCOM, plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc. Un sitting pour dénoncer l'esclavage de migrants africains en Libye. Des acteurs de la société civile marocains et étrangers, et bien sûr des membres de la communauté africaine résidant au Maroc étaient présents. Les manifestants ont brandi leurs affiches et slogans pour dénoncer ces pratiques. Ils ont appelé la communauté internationale à sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans la traite des êtres humains. Je vous propose d'écouter maintenant Tidiane Diouara, directeur exécutif du Centre d'information et de promotion de l'image du Nouvelle Afrique. Il a fait le déplacement de Lausanne en Suisse pour participer à ce sitting. L'objectif, c'est de démontrer à la face du monde que nous sommes contre ce qui se passe en Libye. L'esclavage aujourd'hui d'êtres humains est quand même assez difficile à accepter pour nous les Africains. Donc de montrer aux autorités libyennes, mais aussi à la communauté internationale, que nous sommes contre la traite négrière qui se passe en Libye. Donc il faudrait trouver des solutions à travers l'Union africaine, à travers la Libye, à travers l'ONU, etc. Donc le but, c'est vraiment de manifester et de montrer qu'on est contre ce qui se passe en Libye pour que ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. On est en 2017 quand même, c'est pas acceptable. Sauvetage de migrants en Tunisie. Les autorités ont annoncé hier avoir secouru 22 immigrants clandestins au large de Zarzis, dans le sud-est du pays. Selon le ministre de la Défense, ils sont originaires de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, du Soudan, mais aussi du Niger et du Bangladesh. Ils avaient quitté le port de Boukamek en Libye. Les Algériens ne se sont pas pressés dans les bureaux de vote hier pour les élections locales. Ils ont largement boudé l'élection de leurs élus communaux et départementaux, affichant leur défiance d'un système politique figé dans un contexte économique et social morose. Selon Noureddine Bedoui, le ministre algérien de l'Intérieur, à 17 h, le taux de participation s'établissait à 34,46% pour l'élection des assemblées populaires communales et à 32,26% pour celle des assemblées populaires de wilaya. Cela disposait d'une assise nationale et à être représentée sur l'ensemble du territoire. D'après les observatoires, le Front de Libération Nationale et son allié du Rassemblement National Démocratique sont assurés de l'emporter. La Birmanie et le Bangladesh ont signé hier un accord sur le retour dans les 2 mois de réfugiés récemment passés au Bangladesh, le pays où 620 000 Rohingyas ont afflué depuis 20 août face à une campagne de répression de l'armée birmane que l'ONU considère comme une épuration ethnique. Une vague humaine a en effet submergé le pays et entraîné l'une des plus grandes crises humanitaires de ce début de 21e siècle. Plus de détails maintenant avec ce récit de Soua Aboutar.
La Birmanie et le Bangladesh signent un accord sur le rapatriement des réfugiés Rohingyas. Après plusieurs mois de pourparlers et une intense pression diplomatique internationale, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le ministre bangladais des Affaires étrangères, Abdul Hassan Mahmoud Ali, ont finalement conclu un accord à Naypyidaw, la capitale birmane. Le texte convenu par les deux parties indique que le programme de retour des centaines de milliers de Rohingyas qui avaient franchi la frontière bangladaise pour échapper à une campagne de répression de l'armée birmane doit débuter dans les 2 mois. Le contenu de cet accord reste cependant flou. Le communiqué n'emploie pas le terme Rohingya que refusent les autorités birmanes et fait simplement mention de personnes déplacées de l'État Rakhine, région de l'ouest de la Birmanie, épicentre des violences. Les critères de rapatriement ou le nombre de personnes concernées n'y sont pas précisés. Un groupe de travail doit être mis en place dans les 3 semaines pour décider des modalités de rapatriement. Interrogé à chaud sur l'accord entre Dhaka et Naypyidaw, plusieurs réfugiés se disent sceptiques quant à la réalisation de cet accord. Je ne crois pas le gouvernement birman. Mon mari a quitté le pays à 3 reprises et moi c'est la 2e fois. Le gouvernement birman est toujours le même. Nous retournerons dans notre pays si nos demandes sont satisfaites. Nous demandons à obtenir la citoyenneté. Nous reviendrons s'ils ne nous harcèlent pas et si nous pouvons vivre comme les bouddhistes et les autres minorités. Des programmes de retour en Birmanie ont déjà eu lieu par le passé, mais la montée des violences soulève des questions quant à leur pérennité. En août dernier, plus de 620 000 Rohingyas avaient rejoint la frontière du Bangladesh. L'exode actuel de cette minorité musulmane rappelle d'autres afflux massifs de cette communauté au cours des dernières décennies, notamment en 1978 et 1991-92. Traités comme des étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste, les Rohingyas représentent la plus grande communauté apatride du monde. Cette annonce diplomatique intervient à quelques jours de la visite du pape François dans ces 2 pays. En Syrie maintenant, sachez que l'armée russe prévoit de réduire sa présence dans le pays cette année. Hier, le général Valery Gerasimov, chef d'état-major des armées, a expliqué que ses objectifs sur place étant bientôt atteints. Interrogé sur l'étendue du retrait, il a indiqué qu'il serait important. Moscou s'est engagé dans le conflit en Syrie en septembre 2015 à travers une campagne de bombardement en soutien au président Bachar al-Assad et a fait basculer le conflit en sa faveur. Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs déclaré cette semaine que la crise syrienne était entrée dans une nouvelle étape après que le pays a été, selon lui, sauvé en tant qu'État. La 2e édition du Salon international du pagne africain de Dakar se tient dans la capitale sénégalaise, axée sur le thème problématique de l'accès au financement. Cet événement incontournable est dédié à l'univers du pagne, aux opportunités de promotion et de valorisation des créations du pagne africain. Une opportunité pour les distributeurs de conquérir le marché africain et international. C'est un reportage signé Awa Diop et Christian Kamoni. La place du souvenir africain de Dakar va pendant une semaine servir de plateforme autour du pagne africain. En plus d'informer sur les origines du pagne, le salon offre aux amoureuses de la mode africaine une opportunité de découvrir la créativité autour du produit. Le but initial, c'est de promouvoir le pagne africain, la culture africaine et au-delà de ça, de promouvoir toutes ces braves femmes qui travaillent dans ce domaine du pagne, qui mettent en valeur le pagne et qui, par rapport à ça, arrivent à avoir une activité économique. Originaire du Ghana, cette commerçante de pagne salue l'initiative. Entre elle et le produit, c'est une longue histoire d'amour. Donc j'ai grandi dans le pagne, c'est que je suis amoureux de pagne depuis à bas âge. Parce que c'est ce que faisait ma grand-mère, après c'est ma mère et c'est moi. Des accessoires de beauté aux jouets, en passant par l'habillement, cette Sénégalaise pratique l'activité depuis une dizaine d'années. Et avoue que son business connaît un net progrès depuis ces 2 dernières années. Comparé aux années passées, le pagne est très prisé, surtout le wax. Les créations sont très jolies et diverses et le produit s'écroule facilement. Cependant, le manque d'industrie du pagne dans le continent pose problème. Les organisateurs plaident pour une meilleure politique de valorisation du marché. Le pagne n'est pas majoritairement créé en Afrique. Le Vlisco, par exemple, est créé en Hollande. Et il y a d'autres pagnes qui sont créés en Chine, etc. Mais par contre, au niveau local, on a des pagnes qu'il faut promouvoir. Pendant 7 jours, le CIPADA compte offrir aux producteurs, distributeurs, stylistes, couturiers et consommateurs un podium autour du pagne. Une plateforme d'échange et de rencontres B2B pour explorer davantage cette étoffe qui demeure le premier symbole de la beauté originelle de la femme africaine.
C'est tout pour ce journal. Retrouvons ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle, reviendra juste après. Merci de nous rester fidèles.